Donc voilà. Et puis ce qui s'est passé avec notre petit Auguste, c'est que c'est un enfant qui, lorsqu'il est né, a eu plein de problèmes. Plein de problèmes, plein de problèmes. Tout, rien n'allait. Son allergie au lait, digestion, reflux, remachin, enfin bon, le nouveau-né qui est couvert d'eczéma, qui est immunodéficient, qui est tout le temps sous antibiotiques, qui fait des cures enfin, infection sur infection, rien ne va. Tu vas être avec ce petit être, cette petite crevette dans les bras et qui pleure et qui hurle et qui est extrêmement malheureux et qui souffre. Et toi, tu es une jeune maman, c'est ton premier. Tu as l'impression que le monde est complètement hostile. J'avais pas d'autres copains qui avaient des enfants. J'avais pas de point de repère, de trucs, tu vois. J'étais vraiment très perdue. J'ai commencé à faire le tour des spécialistes, des magnétiseurs, des chiros, des orthophonistes, des psychomotriciens, enfin tout. C'est un enfant qui s'est assis très tard, qui ne tenait pas sa tête, qui a marché à 2 ans. Enfin, rien ne fonctionnait. Et à chaque fois que j'allais voir des spécialistes, des pédiatres, des trucs, on me disait que j'étais une espèce de folle de la performance et que voilà, il n'allait pas rentrer à Polytechnique tout de suite et que fallait que je me détende. Que chaque enfant avait son rythme, ce qui est toujours la grande phrase des pédopsies. Chaque enfant a son rythme. Puis comme il a fini par marcher à 2 ans, ben, on s'est dit peut-être qu'effectivement, il va finir par parler à 3 ou 4 ou 5 ans, ça arrive. Et puis il y a toujours des histoires que les gens te racontent de leur neveu ou de leur machin qui n'avait pas dit un mot jusqu'à l'âge de machin. Donc tu vois, tu te dis, bon, allez, on va se détendre. Et puis en fait, ça n'est pas du tout. Pas du tout, du tout. De manière totalement inconsciente, on a décidé avec mon mari d'avoir un deuxième enfant. Sans avoir diagnostiqué Auguste, hein, puisque lorsque notre petite Orson est née, Auguste avait 3 ans. Auguste parlait toujours pas, il était toujours pas propre, enfin voilà. J'ai eu une grossesse très sereine pour Orson en me disant, bon, bah, un deuxième, allez hop. Je pensais pas qu'en fait c'était, comment dire, enfin, je pensais que tout le monde était comme moi, que c'était difficile pour tout le monde, quoi, que c'était difficile les enfants. Et puis, Orson est né, l'enfant parfait, qui fait ses nuits au bout d'une semaine, qui ne pleure pas, qui tète son biberon, qui le digère en rotant. Enfin, tu vois, le truc dingue, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, un bébé, mais c'est fou. Et voilà. Et puis alors que Orson avait 1 mois, le diagnostic d'Auguste est tombé. Et on a su qu'il était 22q13. C'est une maladie génétique très rare. On avait fait des pieds et des mains à un écart pour avoir ce diagnostic, ce génome complet. Et les nouvelles étaient pas bonnes du tout parce que cette maladie-là, elle est terrible en fait. Et donc voilà. Et là, alors en termes de fortitude, puisque c'est ça ton podcast, là, c'est très bizarre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que avant de savoir qu'Auguste était 22q13, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais très angoissée. Je me remettais tout le temps en question. Je me suis dit, mais un jour, il est tombé de la table à langer. Est-ce que enfin, tu te refais des films dans tous les sens, etc. Et puis, je cherchais. J'étais très énervée. Énervée. J'étais énervée. Je voulais trouver le bon spécialiste pour mon enfant. Je voulais machin. J'étais une espèce de mère en colère. Et puis, euh, le diagnostic est tombé. Et là, c'est à la fois un coup près terrible parce que 22q13, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est 22q13. C'est une délétion génétique et il y a pas de thérapie génique pour cette maladie-là. Donc voilà. Et en même temps, c'est un soulagement incroyable parce que tu dis, donc, c'est pas de ma faute. Donc, c'est comme ça et on sait ce que c'est. C'est très grave et c'est une très mauvaise nouvelle. Mais au moins, on est fixé. Tu vois? Et là, on est, ben, pas tout de suite. Quand on a appris avec mon mari, l'hôpital nous a appelés. On a pris un bain et on pleurait tous les deux et les larmes tombaient dans l'eau du bain comme ça. Et, euh, et je lui ai dit, c'est pas du tout un homme qui pleure, mon mari. Je trouve que les hommes pleurent beaucoup en général, mais lui, vraiment pas beaucoup. Et, et, euh, et je lui ai dit, écoute, on a tout. On est jeune, on est amoureux fou, on a de l'argent. Et ça compte beaucoup d'avoir de l'argent dans la vie. Surtout quand on fait face à ce genre d'épreuve. Et on l'a vraiment appris après d'ailleurs. Euh, on est, euh, on a un réseau incroyable, on connaît plein de gens, on est à Paris, on a tous ces médecins partout, enfin. Donc, euh, euh, je te donne jusqu'à dimanche soir pour pleurer. Et après, on passe à la toque.
Mais on passe vraiment à l'attaque. C'est-à-dire que on va le sortir de là, notre petit bonhomme. Tu vois, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il ait une vie belle, pour qu'il soit heureux, etc. Et ça va aller. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il a pleuré jusqu'au dimanche soir. Et après, on est passé en mode combatif. Vraiment comme des espèces de, je sais pas, marathoniens ou j'en sais rien. On s'est préparé. Toi, On a, t'as pleuré il y a- jusqu'au dimanche? Toi. alors moi, je pleure. euh, moi, j'ai jamais cessé de pleurer, pour être honnête. Tu vois, j'ai jamais cessé de pleurer, mais par crise, par moment, par bulle. Pas, tu vois, j'ai pas ce truc de. Moi, je me laisse pleurer. Je trouve ça. J'aime bien pleurer. J'aime bien pleurer au cinéma. J'aime bien pleurer. J'ai ma mère dit que je suis une chialeuse professionnelle. Mais tu vois, ça me gêne pas du tout de pleurer. Mais mais comme mon mari, c'est pas quelqu'un qui pleure, je me suis dit là, il faut pas le laisser. Tu vois, c'est pas dans sa nature. Donc, il a pas. C'est pas bon. Il faut arrêter ce truc. Il faut le juguler. C'est comme on tire sur les mâchoires d'un cheval. C'est ça, juguler. Donc voilà. Et puis, donc, on a décidé que j'arrêtais de travailler, que j'arrêtais d'écrire, ce qui pour moi était un sacrifice énorme parce que c'est vraiment une bulle et un espace de liberté très important pour moi. Et on a décidé que j'arrêtais de faire ça et que je faisais plus que me consacrer à Auguste et à organiser une espèce d'équipe médicale autour de lui pour voir ce qu'on pouvait faire pour qu'il aille le mieux possible.